Passons à l'environnement, donc pendant quelques dossiers avec Stéphane Rodier. Merci. Alors, je vais essayer de ne pas vous achever avec le RPQS, qui est le rapport sur la qualité et le prix du service de l'eau. C'est pour l'année 2016, donc il y a une année. Très souvent, c'est un rapport qui se répète dans ses grandes lignes, puisqu'il y a un état des lieux, et évidemment, le service de l'eau est un service qui évolue lentement, aussi bien pour ce qui est de l'eau potable et de l'assainissement. Vous avez ici, sur cette première diapositive, en fait, la complexité on va dire, du service de distribution de l'eau. Peut-être un chiffre, nous avons 5074 abonnés, là où nous en avions 5082 l'année antérieure, c'est-à-dire que nous perdons un petit nombre d'abonnés, ce qui ne veut pas dire un nombre d'habitants. Au cours des 2 dernières années, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, la ville de Thiers a gagné 600 habitants. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des familles qui se construisent, donc un nombre d'abonnés qui est, lui, en diminution, alors que le nombre d'habitants augmente. 600 2 ans. 690 il y a 2 ans et 500 et quelques l'année antérieure, c'est ça? Ça fait un peu moins de 12 000 habitants maintenant. Ça, c'est il y a 2 ans où on était sur 80 et l'année suivante, on a gagné. C'est ça, Nicole? En habitants? Oui. Correspond à augmenter. Oui, c'est énorme, c'est énorme. On était à 11 300 et on est passé à 11 900. Voilà. On suit sur la diapositive qui suit. Vous avez ici en fait la répartition des productions. Donc comme vous le savez, en fait, on a 2 sources d'approvisionnement principales, donc Chassignol et les puits du Feulay. Les puits du Feulay étant sur en fait des puits qui sont captés dans la nappe alluviale de la Dore. Donc vous en avez. Alors Chassignol, grosso modo, on va dire que c'est toute l'eau qui nous vient de Paladuc, ce qu'on a l'habitude d'appeler le barrage de la Murade. Donc ça couvre à peu près les 2 tiers de l'approvisionnement en eau de la ville et la zone de Feulay, le tiers suivant. On a une toute petite partie sur ce qu'on appelle les villages Est, qui est beaucoup plus mineur, mais qui a aussi un certain nombre d'impacts parce que, en fait, nous sommes sur des villages qui doivent s'approvisionner très souvent avec 6, 7, 8 sources. Et donc, là, pour des périmètres de protection, ça pose un certain nombre de problèmes puisque l'agence de l'eau nous demande véritablement de nous restreindre en nombre de sources et pour l'été, nous savons que nous sommes un peu justes. Le rendement en eau que vous avez sur la page suivante, donc celle-ci, le rendement du réseau est de 81,4%. C'est ce qu'on appelle le rendement primaire. Le rendement primaire étant le rendement entre, d'un côté, les arrivées en eau et de l'autre, ce que l'on vend. Donc, véritablement, quelque chose de calculable et donc de véritablement vérifiable. Et c'est pour ça que l'agence de l'eau prend en compte ce seul chiffre pour ce qui est des subventions en eau potable. Or, comme vous le voyez, l'an dernier, nous étions à 76,7%. Or, à moins de 78%, l'agence de l'eau ne verse plus de subventions. Elle considère que nous devrions être à 86%. Elle admet des dérogations jusqu'à 78% et en dessous de 78%, nous n'avons plus droit aux subventions de l'agence de l'eau. Donc ce chiffre est quand même important. Et il faut dire que vous voyez, il y a une telle variation entre les 2 années qu'il faut expliquer cette variation, et cette variation vient en particulier des incendies, puisque les bouches à incendie ne sont pas équipées comme, on va dire, un logement, et donc nous perdons de l'eau que nous
nous sommes en capacité, nous, de mesurer, mais ce n'est pas ce rendement secondaire que l'agence de l'eau prend en compte, et donc ce rendement primaire peut nous pénaliser par certaines années. Alors, sur l'année 2016, nous avons donc une légère hausse de la consommation moyenne des abonnés, 123,87 €. Enfin, c'est assez contenu. Nous sommes sur des chiffres qui sont, on va dire, sur la même dynamique que les années antérieures, après la forte baisse de l'année 2003, l'année de la sécheresse. Les contrôles, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à 100% dans ce qui était attendu. Les analyses sont pleinement conformes, aussi bien pour les microbiologies et les physico-chimiques, et aussi bien pour ce qui est des tests réalisés par l'Agence régionale de la santé que pour les tests faits en autosurveillance. Les travaux communaux qui ont été engagés, donc nous avons le réseau de Ravaillaud, la tranche 1 de la rue Jean Zay, les branchements en particulier, et pour les principaux travaux sur les ouvrages en eau potable, en fait, le plus gros, c'est des travaux de réhabilitation du barrage, de la station de pré-traitement, du barrage de la Murate, qui sont en fait en cours en ce moment. C'est-à-dire que c'était des restes à réaliser qui sont en train d'être finalisés maintenant. Les travaux réalisés pour la SOR correspondent à un peu moins de 30 000 € hors taxes. Pour les perspectives, alors nous avons tout ce qui concerne la mise en place des périmètres de protection des captages des eaux, puisque en fait, nous le savons depuis, on avait déjà les résultats pour ce qui concernait en fait la zone du barrage de la Murate. Nous avons eu les rendus de l'hydrogéologue en fin d'année dernière, début d'année de cette année, et nous avons les rendus là aussi pour ce qui concerne la zone de Felay. Donc maintenant, nous sommes à peu près complets. Il ne nous manque plus que tout ce qui concerne les barrages Est pour lancer les périmètres de protection. Nous avons donc la poursuite de ce barrage, de cette station de pré-traitement du barrage de la Murate. La mise en œuvre du programme de renouvellement des réseaux et tout ce qui concerne la sécurisation du bas de la ville. Comme vous le savez, pour l'instant, en fait, ce qui est prélevé dans les nappes alluviales du Felay, en fait, les nappes alluviales, en fait, c'est grosso modo, vous êtes en dessous de la rivière, et ce qui fait office de traitement, c'est la terre qui sépare en fait le lit de la rivière jusqu'au aux réserves en eau. C'est d'ailleurs une eau de bonne qualité, mais bien sûr, à l'heure actuelle, il faudrait une station de traitement véritablement spécifique pour cette zone. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est à l'étude depuis maintenant de nombreuses années. Et nous attendions les rendus de l'hydrogéologue justement pour être en capacité de déterminer si nous pouvions lancer le projet, et nous savons maintenant que nous pourrons le faire. Pour l'assainissement, excusez-moi. Pour l'assainissement, là aussi, nous avons un nombre important de stations, de microstations, des sableurs, bassins d'orage, etc., qui rend en fait ce service complexe. Simplement dire donc que pour la station d'épuration, alors c'est des rappels, parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis lors, c'est une station qui correspond à 20 000 équivalents habitants et qui prend les eaux de Thiers, mais aussi celles de Péchadoire. Pour la suite, vous avez
dans les chiffres qui vous sont présentés ici, les volumes arrivés, les volumes traités, et nous avons toujours des volumes, ce qu'on appelle bypassés, c'est-à-dire rejetés en fait dans la nature, et c'est ces volumes-là qu'il faudra à terme éliminer complètement, c'est-à-dire avoir le même volume d'arrivée que le volume traité. Nous avons mis en place on va dire, de l'autosurveillance. Et donc, nous sommes en capacité, là aussi, de dire à quel point nous sommes, on va dire, bons ou mauvais. Et nous avons un taux de conformité qui est de 98,1%, ce qui est en soi, pour une première année, qui n'est pas si mauvais que ça, mais qui demande, là aussi, à être amélioré. La problématique des boues, j'en parlais. Nous avons des métaux lourds dans les boues. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons maintenant effectuer en fait une évacuation des boues par centrifugeuse. Nous n'allons plus utiliser la station de, pardon. Oui, la serre solaire, pardon, excusez-moi. J'ai un souffleur à côté de moi. Et par ailleurs, nous avions en 2006 renforcé tous les contrôles de police de réseau pour être véritablement en capacité de savoir d'où venaient les métaux lourds dans les boues. Et nous avons eu, on va dire, une certaine chance parce que la manière de sectoriser nous a permis de détecter véritablement deux industriels, dont un qui était le principal... Pas de nom. Non, pas de nom, je ne donnerai pas de nom, mais le principal pollueur, et qui d'ailleurs est en train de mettre en place un programme qui nous permet quand même d'être relativement optimiste pour les prochaines, on va dire, prochaines années. La station d'épuration des Martinets, comme vous le savez, en fait, 1000 habitants à peu près de Thiers ont leur assainissement qui débouche sur la station de... Il me semble qu'elle est sur Saint-Rémy, en fait, mais c'est une station qui est prise en charge par le syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Rémy, de la Monnerie, de Celles, de Paladuc et de Thiers. Donc, c'est une station qui est plus ancienne que celle de Sauvage-Bitou, de 83, et pour 8000 équivalents habitants à peu près. Les travaux d'investissement, alors de 2016 et pas 2015 comme il est écrit, c'est des créations de réseaux de raccordement aux impasses de la Chapelle des Belins. Donc c'est tout ce qui concerne en fait la suppression des eaux claires parasites permanentes, en fait les sources, et qui sont responsables pour partie des inondations, en particulier dans le bas de la ville vers le Moutier. Et donc c'était une priorité une de nos priorités de supprimer ces eaux claires parasites permanentes de manière à éviter, je ne dis pas que ça va supprimer complètement, mais ça devrait quand même aller dans le sens de diminuer les inondations au Moutier. Donc il y a eu tout ce qui concerne le réseau à Ravaillaou, accès station Pisbeuf, le renouvellement de la rue Jean Z, donc évidemment il y a une partie sur l'eau potable, une partie sur l'assainissement. Le poste de refoulement à Chanterelle, c'est un poste de relevage et des passages caméras. Nous avons une étude de maîtrise d'œuvre, enfin 2 études de maîtrise d'œuvre, en particulier pour l'assainissement de Belin, et pour un total de 339 155 €. Les travaux réalisés pour le délégataire représentent un peu plus de 20 000 €. Et pour les perspectives, donc nous allons poursuivre donc, le programme pluriannuel qui est connu, en particulier sur la partie donc, bien centrée sur les eaux claires permanentes parasites, afin de supprimer les rejets au milieu naturel. Il y a tout ce qui concerne les rejets au réseau communal d'assainissement des eaux usées autres que domestiques.
Donc là, ça concerne évidemment les industriels. Donc poursuivre cette tâche que nous nous sommes donnée de supprimer en fait les taux anormalement élevés de métaux lourds dans nos boues. Il va y avoir tout un programme qui a été engagé, c'est un autre point qui va être voté plus tard sur des demandes de subventions auprès de l'Agence de l'eau. C'est vraiment la première fois que nous avons mis en place ce programme de subvention permettant ce qu'on appelle de raccorder les raccordables non raccordés, c'est-à-dire des personnes qui devraient être raccordées à l'assainissement collectif et qui ne le sont pas, en particulier pour des coûts très élevés. Du fait de la topologie de la ville, et donc comme nous avons renforcé en fait on va dire le nombre de personnes travaillant au sein de l'eau et de l'assainissement, nous avons pu mettre en place de nouvelles actions, dont celle-ci. Et nous poursuivons évidemment les travaux dans le cadre de l'ANRU. Donc vous avez ici une facture type d'un abonné. Alors c'est une facture type 120 mètres cubes. Vous avez, pour ce qui est de l'eau potable, une partie qui est un abonnement et tout le reste, c'est une redevance et une surtaxe communale. Et pour l'assainissement, c'est la même chose. Alors le total de l'eau plus l'assainissement représente 4,26 €, toutes taxes comprises par mètre cube pour un abonnement, avec l'eau potable à 2,24 et l'assainissement à 2,02. Et vous avez ensuite l'évolution de la facture d'un abonné, donc le prix qui est stable au cours des dernières années, et la facture qui, elle aussi, n'augmente pas. C'est 2016, c'est pas 2015 la dernière. Là, c'est simplement les répartitions entre l'eau, l'assainissement et ce qui concerne les impôts de l'État, en particulier la TVA. Vous avez la répartition aussi par entité, donc ce qui correspond à la collectivité, 47%, pardon, ce qui correspond aux délégataires, 35%, et le reste qui correspond aux taxes. Dernier point sur ce sujet, c'est le SPANC, le service public de l'assainissement non collectif. Vous avez ici dans le tableau ce qui a été fait au cours de l'année 2016. Pour suivre la diapo suivante, en fait, depuis le 31 décembre 2012, 366 installations ont été diagnostiquées, et il reste 15 installations à diagnostiquer encore. Donc, simplement dire que nous avons eu un certain nombre de demandes de subventions auprès de l'Agence de l'eau et auprès du Conseil départemental qui ont été faits par nos services, c'est-à-dire que nous faisons nous demandons nous-mêmes les subventions auprès de l'Agence de l'eau et auprès du Conseil départemental, pour le compte des particuliers. Et donc les perspectives, c'est de poursuivre dans cette direction, accompagner les propriétaires dans les réhabilitations de leurs installations existantes et aller chercher ces subventions. Alors, simplement peut-être dire que cette année, pour les subventions auprès de l'Agence de l'eau, il n'y a pas de différence. Par contre, le Conseil départemental, les subventions ont légèrement été modifiées puisque nous avions des aides sur critères sociaux qui représentaient 0, 15 et 30%. C'était grosso modo des aides qui étaient sur les critères de l'ANA. Donc assez difficile à toucher tant que nous n'avions pas l'aide de l'Agence de l'eau, puisque ceux qui pouvaient bénéficier de ces 30% avaient des ressources tellement faibles que les 70 autres pourcents étaient beaucoup trop importants. Et maintenant que nous avons les aides de l'Agence de l'eau, le Conseil départemental a supprimé ce critère de ressources et il a instauré, on va dire, une aide unique de 20%.
Donc, j'en ai terminé pour la présentation du RPQS et il vous est demandé donc d'approuver ce rapport. S'il n'y a pas de questions. Monsieur Vattel. Si j'ai une petite question. Vous avez dit que l'amélioration des rendements était due à la baisse finalement des incendies, c'est ça? Rendement primaire. Oui, ça veut dire que si il y a... C'est le contraire. C'est le contraire, oui. Alors quel est notre risque d'avoir ou pas un incendie par rapport au financement de l'agence de l'eau? Parce qu'on risque de perdre combien? Ah ben toutes les aides. Mais c'est quel montant? Bah, ça peut être sur une année, ça peut être de 100 à 200 000, on peut dire. C'est pas un risque neutre. important selon... Ça dépend les travaux que vous allez engager. Mais grosso modo, on est plutôt, nous, sur une volonté de faire le plus de travaux possible avant la fin 2018, parce qu'en fait, l'agence de l'eau a des plans pluriannuels. Or, on le sait dès à présent, l'agence de l'eau est un service déconcentré de l'État et ils vont perdre énormément de moyens. Et donc, les subventions telles qu'elles étaient envisagées jusqu'en 2018 vont être bien moindres après 2018. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons un peu essayé d'accélérer cette phase de travaux. D'accord. Et tout cela, ça dépend du nombre d'incendies. Ben, oui, malheureusement, mais... On a eu des incendies, et puis on a eu par exemple aussi des ouvertures de bouches à incendie, à 3 reprises de mémoire, pendant toute une nuit, et je ne vous cache pas qu'il y a eu des... On a presque vidé le château d'eau de... Les gens du voyage aussi qui sont... Non, les gens du voyage, on facture. Sur Matussière. Oui, ceux qui sont à Matussière, vous ne facturez pas. Hein. Alors, le fait... C'est pas eux, c'est petite consommation. Et c'est vrai, lorsqu'on vous ouvre 3 bouches incendies pendant toute une nuit, Oui. vous voyez le débit que ça peut comporter. Et puis il y a un incendie qu'il y a eu chez Didier Hirsch, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça, c'est des milliers de mètres cubes d'eau qui partent, et c'est pas pris en compte dans le calcul. Mais s'il vous plaît, moi j'ai vu une verte comme ça, on a deux. Place du Chassin par exemple, alors je comprenais pas pourquoi. Il y a l'eau qui coulait comme ça. Il y a une bouche d'eau qui est place du Chassin. Il arrive qu'elle soit ouverte et que l'eau coule. Alors est-ce que c'est fait exprès, je pense, mais je sais pas pourquoi. L'eau qui s'en va comme ça. Alors, je ne sais pas si... Enfin, il peut y avoir des explications parce qu'effectivement, la SOR peut effectuer des contrôles. Maintenant, je ne dis pas que ce soit le cas pour le sujet dont vous me parlez, donc je demanderai. Oui, ça intrigue quoi. Et pour en revenir aux incendies, là, il n'y a pas moyen d'avoir une estimation de la consommation des pompiers, suivant tant de mètres cubes heure ils passent, ils savent qu'ils sont intervenus pendant 12 ou 13 heures, ils savent qu'ils auront quelque chose près, quoi. Non, on fait une évaluation quand même et que ça oui, alors revenir là-dessus, nous avons une estimation assez précise de ce que nous dépensons en termes d'incendie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on peut calculer ce qu'on appelle un rendement secondaire en tenant compte justement de cette consommation pour les incendies, mais elle n'est pas prise en compte par l'agence de l'eau, la partie Loire-Bretagne. Vous seriez en Languedoc, ça changerait. C'est-à-dire que c'est des critères qui dépendent des agences de l'eau. Après, il faut bien comprendre que pourquoi l'agence de l'eau Loire-Bretagne a choisi ce critère, parce que c'est un critère qui est objectif. À partir du moment où vous mettez des incendies, vous pouvez tout mettre dans les incendies. Et c'est pour ça que l'agence de l'eau Loire-Bretagne a décidé de ne pas choisir ce critère. Pour nous, c'est pénalisant, mais j'en comprends aussi la logique. Tout critère, de toute façon, est d'une certaine manière subjectif. On ne peut pas prendre en compte tous les problèmes au travers de critères numériques. Bien, y a-t-il des oppositions sur ce rapport, des abstentions? Merci. Donc toujours Stéphane sur l'éclairage public. Alors, c'est le partenariat public-privé sur l'éclairage public. J'irai peut-être plus vite que sur le RPQS parce que c'est, on va dire, un rapport qui se répète.
sachant que le gros des investissements a été fait l'année 1 et que les années qui ont suivi, en fait, c'est plus des ajustements que véritablement de gros changements. Vous avez ici ce qui concerne toutes les économies d'énergie. Donc, par point lumineux, nous avons eu 28,1% d'économie d'énergie par rapport à l'année 1, à l'année 0, on va dire. Mais en fait, nous avons aussi, alors c'est 50 tonnes de CO2 économisées par an. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a multiplié le nombre de points lumineux. Donc en fait, on a une baisse par point lumineux. Si on rapporte ça au nombre points lumineux par baisse, en fait, on n'est pas sur ce chiffre-là. Simplement dire pour la suite donc, que nous avons eu un certain nombre de travaux rue de la Fraternité, un point lumineux dans le hameau de Château-Gaillard. Alors, c'est pas des grands changements par rapport à l'année antérieure. Sur les illuminations festives, nous avions 109 motifs lumineux en location. Et donc, vous avez ici les chiffres financiers. Donc, pour la maintenance, un peu plus de 100 000 euros. Les travaux financés l'ont été au titre du capital pour 131 555 euros. Donc là, on parle en année 10, comparé à l'année 9. Les frais financiers, 39 763 euros. Et pour les illuminations de Noël, nous avons un total de 77 816 euros. L'énergie pour l'éclairage public donc, correspond à un peu moins de 300 000 euros, donc plus 6,4% par rapport à l'année antérieure, parce qu'on a déposé une armoire de 1 kW. Les énergies pour l'illumination de Noël ont représenté un peu moins de 19 000 euros, et l'intéressement sur l'économie d'énergie, ça correspond à 7 504 euros. Donc 50% correspondent à la collectivité. Il y en a 50. Oui, juste votre explication pour dire pourquoi on peut. Oui, c'est celle-là. Entre 296 on passe de 285 à 296 parce qu'on a on a rajouté une armoire. Ah, rajouté, vous avez dit déposer. Oui, enfin déposer. Ah oui, sens, poser. Poser, au d'accord. sens physique. Ah, oui. On l'a pas enlevé. Excusez-moi. Après, donc, pour vous expliquer véritablement, passe encore. Voilà. Ici, vous avez sur ce graphique, vous avez la puissance par point lumineux. Alors, on va dire, c'est un beige. Vous passez grosso modo par point lumineux de 170 watts à 120 watts. Et par contre, le nombre de points lumineux, vous passez d'environ 3500 à un peu moins de 4200. Donc voilà, et tout ça, c'est par rapport à l'année 1 où on a eu, entre l'année 1 et l'année 2, le gros des investissements qui ont été réalisés. Ça, c'est pas des lampadaires, ça. C'est des points lumineux. Non, l'investissement qu'on avait fait, c'était pas des lampadaires. Non, c'est... Oui, donc il y a encore de la marge. Encore. Voilà. Ici, vous avez même type de graphique, le prix du kilowattheure qui a fortement augmenté, on va dire, en année 4, et donc qui, là aussi, a un impact sur le coût de l'éclairage public que vous retrouvez juste après. Alors, vous avez une courbe, on va dire, la courbe réelle qui est la courbe beige, donc le prix de l'énergie de l'éclairage public, et une courbe théorique, ce qu'elle aurait coûté sans l'investissement fait en année 1. Alors, nous avons 57 044 euros, on va dire, d'économie pour l'année actuelle grâce à cet investissement. Simplement vous dire que avec l'extinction nocturne de l'éclairage public de 4 heures par nuit, nous avons réalisé une économie de 82 033 euros.
Donc, sur l'année. Sur l'année. Donc, c'est aussi, ça montre aussi l'impact de l'extinction les nuits. Vous avez la courbe suivante, vous voyez le prix du mégawattheure et vous voyez en fait la taxe à la consommation qui impacte fortement en fait sur le prix de l'énergie. Et simplement, dernière diapositive. Donc, nous avons fait cette année, à partir du mi-juillet, on va dire, le test d'une extinction de l'éclairage nocturne, donc 4 heures par nuit. Donc, je vous ai annoncé les chiffres. On avait estimé à l'époque que ça revenait à peu près à une économie de 60 000 euros, donc on est plus près de 80 000 euros. Et nous proposons, c'est des points qui vont venir par la suite, un remplacement de 380 luminaires grâce à TEPCV, donc Territoire Énergie Positive pour la croissance verte. Donc là, c'est juste, il n'y a pas de vote, c'est juste une présentation du rapport. Il faut prendre acte. Comment ça va se passer quand nos zones d'activité seront toutes devenues TDM? Il ne va pas y avoir un partage du PPP entre la partie commune et la partie collectivité? Comment ça va se passer? Si, on va être obligé. Si, ça sera toujours dans la compensation, l'attribution de compensation. De points lumineux, comment on refacture, dans quelles conditions? Au sein de la commission d'évaluation, etc., ça fait l'objet de certains débats et de recherche de chiffres pour pouvoir se mettre d'accord. Non, mais je me demandais par rapport au PPP, par rapport à la SCI, quoi, comment ça se passe? La SCI continuera de la même manière, c'est simplement au niveau financier qu'il y aura une compensation. Refacturation pour TDM par point lumineux. Donc on a pris acte. Stéphane, tu continues? Alors, la suite, le point 23, on l'évoquait lorsque Nicole a parlé du budget supplémentaire. C'est un avenant au contrat du partenariat public-privé sur l'éclairage public. En fait, il vous est proposé de demander, en fait, grosso modo, de remplacer 382 points lumineux par des LED avec une économie d'électricité de 61%, pour un coût total de 261 000, un peu plus de 261 000 euros hors taxe, et de rajouter 59 armoires de commande électrique. Là aussi, c'est pour faciliter l'extinction de l'éclairage public pour un coût de 29 183 euros. Donc pour un total de 290 190 euros, avec une subvention qui correspond à 80% du territoire énergie positive pour la croissance verte, et donc un reste à charge de 58 038 euros. Et si vous regardez bien, en fait, l'économie d'énergie réalisée par an grâce à ces travaux représente 62 462 euros. Alors c'est en toute taxe comprise et pas en hors taxe, mais grosso modo, on est sur des chiffres, c'est-à-dire qu'on est capable d'amortir dès la première année pratiquement. La deuxième, c'est complètement amorti. C'est les économies totales ou partagées avec l'entreprise? Dans le PPP, c'est un objet de partage? Non, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Donc 120 000, donc c'est ça. Avec quand même, je dois le dire, des craintes par rapport à territoire énergie positive pour la croissance verte, parce que nous avions 554 territoires qui avaient été retenus. Territoire énergie positive pour la croissance verte, en fait, a été mise en place après la COP 21 pour remplir les conditions que s'était fixé la France lors de la signature de cet accord, l'accord de Paris. Ces 554 territoires, en fait, prétendaient à une subvention de 750 millions d'euros. Or, lors du projet de loi de finances 2018, il a été voté 400 millions d'euros.
Donc il y a une différence de 350 millions d'euros. Et il y a une lettre de Nicolas Hulot au préfet de région signalant qu'il y a une impasse de financement de 350 millions d'euros, donc l'annonçant. Il leur demande de gérer les crédits disponibles avec le plus grand discernement. Et il faut que les porteurs de projets, ouvrez les guillemets, puissent attester obligatoirement d'un démarrage effectif au plus tard le 31 décembre 2017. Les demandes de report de délai seront systématiquement refusées. Alors, on le sait, ils nous ont demandé énormément de justificatifs, ne serait-ce que la demande de subvention avait été faite par le premier adjoint et non pas par le maire, donc ils nous ont demandé véritablement si on avait délégation de signature, donc ils sont en train de regarder tous les points de droit administratif pour être en capacité de ne pas donner les subventions, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Il faut, je tiens quand même à préciser ce point, parce que c'est quand même une remise en cause de la signature de l'État, et c'est surtout que ce n'est pas fait d'une manière franche. C'est-à-dire qu'on pourrait nous dire, on supprime ces subventions, on en penserait ce qu'on en voudrait, mais au moins ce serait dit, là on nous demande d'engager des frais de la commune sans être véritablement sûr, au final, d'obtenir les fonds. Et le démarrage avant le 31-12 est possible? Pardon? Le démarrage avant le 31-12 est possible? Pour nous, c'est bon. Et une question complémentaire sur les 4000, je ne sais plus combien points lumineux, 4200, 300 là, combien sont passés sur les LED aujourd'hui? Ça sera Il n'y en a pas déjà eu de fait là dans pas des LED. Du tout. C'était déjà par rapport à l'époque, c'était déjà. Oui, on a changé la technologie de l'éclairement à l'époque. Mais c'est pas des LED. C'est pas encore. Il n'y a aucune LED encore. Et là, vous savez sur quelle zone c'est du coup? C'est plutôt les avenues et. La zone de Chambon, les Hauts-Lagrange. Il faut voter. Oui, j'ai fini. Il faut approuver l'avenant. S'il n'y a pas d'autres compléments d'information, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc toujours Stéphane. Alors, c'est un autre avenant, l'avenant numéro 11 au partenariat public-privé. En fait, il concerne les illuminations de Noël. Les illuminations de Noël, en fait, nous avions voté une diminution par rapport au montant du marché, donc passant de 68 800 € hors taxe à 52 400 € pour l'année 10. Or, la périodicité de location des motifs lumineux étant de 3 ans, nous étions dans une durée de 3 ans, et donc nous avons obligation de restituer 16 400 € hors taxe correspondant aux économies non réalisées. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? En fait, on a des programmes triannuels qui ne peuvent pas être modifiés, et nous avons modifié trop tôt en fait ce programme pluriannuel. Donc, automatiquement, il devrait y avoir eu des économies. Donc, pardon? Il y a eu moins d'illumination. 2016. Donc c'était fin 2016, on a déjà eu une modification à Noël 2016. Oui. Or, le plan triannuel terminait en 2016, donc on peut commencer en 2017, mais on ne pouvait pas le faire en 2016. C'est bien ce que. Oui, on était liés contractuellement, on ne pouvait pas le faire. Mais donc les 16 400, ils sont perdus. Il faut les repayer. Mais le fait d'avoir fait moins d'illumination, normalement, on devrait avoir moins de. De consommation. Il y a eu moins de consommation. Donc, Voilà, tout à fait, ouais. Venir. Mais par contre, pour l'an prochain, on continuera sur on va dire sur un plan triannuel avec moins d'illumination. Mais là, par contre, on est. Mais c'est perdu.
faut faire voter. Faut faire voter. Faut faire voter. Voilà, y a-t-il des observations complémentaires? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc toujours Stéphane. Alors, Nicole en a touché 2 mots tout à l'heure. C'est sur les certificats d'économie d'énergie. En fait, c'est des droits pollués qui nous permettent, nous, en fait, de vendre des droits pollués grâce aux économies d'énergie que nous sommes capables de faire par ailleurs. Et ceci parce que nous sommes un territoire énergie positive pour la croissance verte. Et donc, en changeant les fenêtres donc, de l'école Émile Zola, de la maison de Barante et de l'hôtel de ville, nous sommes capables de financer à 100% en fait l'ensemble de ces travaux. Et c'est bien parce que ce n'est pas une subvention que nous pouvons les financer à 100% grâce à ces CEE. Donc, en fait, vous avez ici une demande de vente de ces CEE à une entreprise qui s'appelle Obligé CTR du groupe Letton, qui nous permettra de réaliser les travaux. Oui, une question sur ces certificats. Est-ce que vous avez en mémoire, je ne l'ai plus moi, le nombre qu'on avait pu acquérir aussi dans le cadre du PPP justement et des économies de l'époque de 2009, 10, parce que c'était des sommes importantes. Hein. Non, moins que ça, moi, il me semble. Dans les 50, il me semble, dans les 50. C'est simplement pour cette année, hein, mais on a réalisé 3 752 € pour la ville, parce qu'en fait c'est divisé en 2 parties, c'est 50% pour la SCI et 50% pour nous. Mais c'est que pour cette année, donc je suppose que c'est l'année 1 ou... Ben non, je ne sais même pas s'ils existaient à cette époque. Si. Vous êtes la mémoire ici de cette affaire, parce que moi j'en sais rien. Est-ce que les contrats, est-ce que les CE existaient lorsque le PPP a commencé? Donc je pense que c'est l'année 1 où vous avez eu ces contrats-là, ces certificats-là. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, Stéphane, on a terminé? Non, pas du tout. Ah non, t'en as encore une? Ça demande de subvention à l'avance. Vas-y. Oui. Point 26, en fait, c'est une étude préalable au transfert des compétences eau potable et assainissement. Alors, comme vous savez, la loi NOTRe oblige au 1er janvier 2020 le transfert de compétences de l'eau potable et de l'assainissement collectif vers TDM. Et par ailleurs, nous avons un marché avec la SOR jusqu'au 31 décembre 2019. Et donc l'idée, c'était de lier les 2 études, celle qui correspond à TDM et celle qui correspond d'une certaine partie à tiers on va dire, d'estimation de l'existant. Et donc cette étude associe les 2. Nous avons pu trouver de manière intelligente une manière de travailler entre nous. Nous aurons un principe de groupement de commandes qui permettra aux uns et aux autres de travailler. Alors, Nicole disait tout à l'heure que nous ne savions pas à l'heure actuelle s'il n'y allait pas y avoir de changement législatif sur le transfert de compétences eau potable et assainissement. Il semble, parce que la ministre a parlé en ce sens, qu'il n'y aura pas de changement modificatif sur la compétence, qu'elle restera au 31 décembre 2020. Nous avons quand même laissé dans l'étude la possibilité éventuelle que tiers
par un concours de circonstances, doivent conserver cette compétence parce que de toute façon, le Parlement est souverain et si les politiques se dédisaient, ce qui est quand même arrivé dans le passé, nous sommes en capacité, malgré tout, de poursuivre, on va dire seuls, même si ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons. Oui, sur ce point, on a un peu la même position qu'on a eue au sein de TDM, où on trouve un peu dommageable que l'étude qui est demandée est une étude un petit peu à charge, c'est-à-dire que c'est mettre fin au contrat DSP. Voilà, c'est pas faire une étude comparative entre le coût en régie ou le coût en DSP. Enfin, en tout cas, moi je vous ai donné ma position, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, moi je suis en faveur d'une régie. Par contre, dans l'étude, il y aura la possibilité de passer ou en DSP ou en régie. Voilà. Oui, moi quand je lis en mettant fin au contrat DSP, voilà, on met fin. En mettant fin au contrat DSP actuel, qui ne préjuge pas de ce qui va se passer par la suite. Oui, peut-être. Mais enfin, on peut rajouter actuel dans la délibération. Il y a pas de souci. Alors là, d'accord. On précisera dans la délibération. Oui. Parce que non, l'autre jour à TDM, c'était clair. Hein, il y avait quand même un élan et un élan majoritaire pour dire non, voilà. Ensuite, au début de discussion que nous avons eu au conseil précédent, il nous faut l'ensemble des éléments pour créer. Alors là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Même si sur le fond, nous sommes un certain nombre pour la régie, nous allons voir qu'il nous faut l'ensemble des éléments. C'est parfait. Et le PPP, il faut que ce soit combien 20 ans, 25 ans 2021. Donc, y a-t-il des oppositions? Oui, on le précisera dans la délib que c'est la fin du contrat actuel. Voilà. Si tu additionnes tout ce qui a été payé à l'entreprise par les économies réalisées par les changements et tout, les certificats à produire, ce serait intéressant d'additionner ça et de regarder par rapport à l'investissement. Parce qu'on voit bien que tu économises 600 000 euros alors que tu as investi à peine 600 000. Si l'entreprise, elle, touche 600 000 et c'est toi qui as investi, ça fait quand même un rendement du PPP qui va finir par être intéressant pour l'entreprise. Il récupère pas l'intégralité. Non, mais la moitié. Et puis la technologie de la LED n'existait pas il y a 8 ans ou 10 ans. Enfin, c'était pas abordable ni prévu. Évidemment, on ne peut pas le savoir. Oui. Et quand on voit à la sortie ce que ça donne, il faudra sans doute bien réfléchir. Est-ce qu'il faut reconstruire en PPP ou est-ce qu'il faut, s'il y a des évolutions technologiques à la fin, le contrat d'entreprise sans que ça soit précis sera sans doute intéressant pour l'entreprise. Mais après, enfin... Oui, je comprends. Mais sans préjuger de l'avenir, s'il y avait nouveau appel d'offres sur un PPP, il y aurait forcément un réajustement par rapport au niveau de la technologie d'aujourd'hui, quoi. Bien. C'est acté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Stéphane, tu continues. Alors, la suite, c'est ce dont je parlais lors du RPQS. Il s'agit d'un programme de demande de subvention à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour tout ce qui concerne les raccordables non raccordés. Donc avec une aide qui leur est fournie qui correspond à 60% en fait des frais, toutes taxes comprises, sans condition de ressources et sans plafond, ce qui est assez rare quand même. Et donc nous avons 9 dossiers qui ont été déposés pour des travaux correspondant à 69 746 € et donc
une demande de subvention qui correspond à 41 848 €. Et donc l'avantage en fait de ce programme de demande de subvention, c'est que bon, on essuie les plâtres cette année, parce que c'est assez nouveau pour nous, mais c'est quelque chose d'assez important parce qu'on a quand même énormément de raccordables non raccordés sur la ville. Il y en a quelques-uns vers le quartier de Breuil, mais c'est pas simplement là. Non, 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 il y en a sur toute la ville. Y a-t-il des compléments, des abstentions, des oppositions? Merci. Et attends, je vais terminer. Parce que tu n'as pas encore fini. Mais si, j'ai fini, mais comme tu veux me couper la parole, je vais la reprendre. C'est Claude Gouillon-Chenot qui me fournit les chiffres de l'INSEE pour le nombre d'habitants. Donc nous avons 11 975 habitants. Voilà. On en a d'autres à 11 622. Donc on vérifiera toutes les sources. On va pas refaire le débat. On va vérifier les sources sur la population exacte. Martine Munoz, qui va nous parler? Non, c'est Martine. Ah, pardon. Oui, il nous est proposé par des particuliers des dons. Donc vous avez la liste dans le rapport sommaire pour le musée. Il s'agit de pièces intéressantes, bien sûr, on l'a vérifié. 2 couteaux réalisés par Nicolas Crocombette, 2 machines à émoudre, un couteau de soldat, quelque chose qui est assez rare notamment dans notre musée, et une enclume et un marteau. Donc tout ça a été diagnostiqué par notre... Pardon? Donc tout ça est intéressant pour notre fonds. Et ce qui est important aussi et surtout, c'est que l'ensemble de ces objets nous sera donné sans aucune condition financière. Bien évidemment, ce ne serait pas un don, mais aussi sans clause de représentation et sans restriction quelconque. Voilà. Pardon, il y a 4 particuliers. C'est dans ton rapport sommaire. Je ne vais pas donner leur nom, mais il y a 4 particuliers. Oui. Oui, bien sûr. Comme on le fait chaque fois d'ailleurs. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Cadre de vie. Marie-Noël. Bon, monsieur, il donné des informations supplémentaires du... Merci. Bon, alors donc, on a déjà parlé en voyant le budget, donc ce sont des informations complémentaires. Donc nous avons l'acquisition d'un terrain pour la station de la Goutte. Alors il y a un projet de restructuration de la station et la nécessité d'acquérir des parcelles pour son implantation. Le propriétaire de la parcelle ZR 162 accepte de céder à la commune l'ensemble de cette parcelle de 6 680 m² au prix de 3 500 €, ce qui fait un prix de 0,52 m². Donc il est demandé au Conseil d'accepter l'acquisition de la parcelle d'une surface de 6 680 m² au prix forfaitaire de 3 500 € et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette cession. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Je tiens à signaler que François Chassang a dû s'absenter, elle a laissé une procuration, donc elle est partie à 22h52. Bien, merci. Sujet suivant. Oui. Bon, après c'est l'étude dont nous avons parlé tout à l'heure, dans notre programmation urbaine. C'est donc la demande de subvention leader. Bon, comme vous le savez, la ville de Thiers a été donc retenue pour mener un nouveau programme de renouvellement urbain sur le centre ancien. Dans ce contexte, une étude de programmation urbaine est prévue pour étudier la faisabilité opérationnelle,
c'est-à-dire technique, juridique et financière de chacun des projets NPRU. Cette étude s'élève à 116 600 €. Il est proposé de solliciter des fonds européens leaders gérés par le comité de programmation du parc naturel régional Livradois-Forez à hauteur de 60%, soit 69 780 €. L'autre financement est à hauteur de 20% et financé par l'ANRU, 23 260 €, et l'autofinancement de la ville de Thiers, 20% et de 23 260 €. Il est demandé au Conseil d'approuver la demande de financement leader à hauteur de 60% du coût de l'étude, soit 69 780 €, et autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette prestation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, la seule question, c'est je suis toujours affolé du prix des études. On partage le même avis. Hein. Quand on voit le prix d'une journée d'études... Ah ben là, j'ai fait le compte de celles que nous avons réalisées, mais j'ai pas encore fait le comparatif avec les années précédentes. Non, je crois pas. Je crois pas. Ceci étant... Pas d'opposition.